Dans ce monde-là, vous savez, c'est tellement hypocrite. Je vois très bien à la télé parfois des politiciens qui parlent mal de la prostitution. Or que, si vous voulez, je peux vous donner la liste des politiciens, des journalistes, des acteurs, Que vous avez eu comme des client. chanteurs que j'ai eu comme client. Mais ça, je ne dis pas parce que c'est un secret. Qui venait régulièrement, Voilà. j'imagine, en plus. Vous aviez 15 ans, c'est ce que vous dites. Vous êtes né à Belém, au Je suis Brésil. né à Belém, au Brésil. C'est ça, en dans une Amazonie, famille tout à fait. où vous étiez 10 au total, Voilà, avec c'est ça. un père qui était très sévère. Et lorsque vous avez découvert, il a découvert votre homosexualité, bah, c'était plus possible en fait. En fait, mon père il était policier et voilà, c'est vrai que dans la famille de la police, accepter ce genre de choses, c'est pas évident. Mais bon, ils m'ont pas expulsé, au contraire, ils m'ont gardé, mais j'avais des règles à respecter. Voilà. Mais bon, ça c'est mon enfance. Et J'aimerais- pourquoi êtes-vous arrivé à Paris à 20 ans alors? Ben, je suis arrivé à Paris par rapport à justement par rapport à ma liberté. J'ai toujours j'ai toujours aimé la France. J'ai toujours eu cette passion pour la France. Et pour moi, la France, c'est un pays de liberté. C'est là où je pouvais être vraiment qui j'étais, qui je suis. Vraiment, voilà. Et vous vouliez devenir femme? Ben, ma transition, ça a commencé déjà au Brésil. Hein. Mhm. Ça a commencé déjà au Brésil. Et puis en France, j'ai tout fait, mes seins, mon corps, et voilà. Et comment vous êtes tombé dans la prostitution alors? Ben, en fait, quand je suis venu à Paris, je suis venu vraiment pour faire du tourisme, vous voyez, pour faire du tourisme. Parce qu'à ce moment-là, j'étais en Guyane française avec ma famille. Et puis, voilà, j'avais plus d'argent. Je me trouvais dans une situation très compliquée, en habitant chez des personnes qui ont gentiment m'hébergé. Mais bon, après ensuite, j'avais plus d'argent pour même pas pour changer mon billet d'avion pour retourner en Guyane française. Donc du coup, voilà, un ami à moi, elle m'a dit, voilà, je connais un endroit qui s'appelle le Bas de Boulogne, et puis les gens vont là-bas, les filles se mettent là-bas, et puis les hommes, tu fais un petit service aux hommes, et puis voilà, tu as de l'argent. D'accord. Voilà. Et pourquoi vous avez accepté? J'acceptais parce que j'étais, déjà c'était mon choix d'accepter, et puis j'étais dans une situation très compliquée, très difficile. J'arrive, j'étais toute seule en France, à Paris, je connaissais une seule personne, j'avais même pas l'argent pour manger, j'avais rien du tout. Voilà, donc il y a eu cette solution qui est apparue devant moi, donc je l'ai prise. L'allée Sainte-Marguerite, c'est de la Reine Marguerite, c'est quoi Sainte-Marguerite? La Reine Marguerite, c'est... L'allée de la Reine Marguerite, c'est le nom de l'avenue dans laquelle on travaillait au Bois de Boulogne. Voilà. Ouais. Combien de personnes là-bas? Oula, c'est pas évident, moi je comptais pas. Hein. Non, mais à l'époque de Stella, on a retrouvé, il y avait à peu près 500, 600 filles. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, c'est que des transsexuels et travestis, hein, Mhm. il faut bien On est préciser. dans quelle année là, à ce moment-là? 1990. 93 en fait, en réalité. 93. D'accord. Et quel est comment ça se passe? C'est le jour, c'est la nuit? Comment ça se passe ça? Ben, en fait, moi, au début, quand je suis arrivé, j'avais un visa de 3 mois, donc j'ai atterri là. Et puis, c'était pas du tout évident déjà pour avoir sa place. Je me suis dû me battre pour avoir ma place. Je me suis battu. Et puis, partout dans le bois, il y a un propriétaire. La rue avait un propriétaire, à l'intérieur du bois, même les arbres avaient des propriétaires. Donc voilà, moi je suis arrivée complètement innocente, je ne connaissais pas du tout ce milieu-là, ce monde-là, que c'était pas du tout le Mais mien. qui vous a guidé là-dedans là? Ben justement, c'est mon ami qui m'a accueilli quand je suis arrivé en France, qui m'a accueilli chez lui, voilà, qui habitait à Torcy, voilà, Bradley, qui s'appelait à l'époque. Et puis c'est lui qui m'a mené, parce que sa famille d'origine colombienne habitait déjà en France, à Torcy, depuis des années. Mais Et il ne vous- connaissait pas le Bois de Boulogne du tout. Voilà, non. Il n'avait jamais été. Il a entendu parler de cet endroit-là, où lequel les filles allaient là-bas, et puis les messieurs gentiment lui donnaient de l'argent. Et quel type de clients alors venaient au Bois de Boulogne? Ben, il y a de tout, hein. Il y a de tout, de tout genre, de tout style que vous pouvez imaginer. Vous avez eu des célébrités déjà? Est-ce qu'il y a eu des célébrités? Eh bien, écoutez, vous savez, dans ce monde-là, vous savez, c'est tellement hypocrite. Je vois très bien à la télé parfois des politiciens qui parlent mal de la prostitution. Or que, si vous voulez, je peux vous donner la liste des politiciens, des journalistes, des acteurs, Que vous avez eu comme des client. chanteurs que j'ai eu comme client. Mais ça, je ne dis pas parce que c'est un secret. Qui venaient régulièrement, Voilà. j'imagine, en plus. Voilà. Alors, moi, votre... Je ne suis pas une balance. Ah ben bien Voilà. entendu, mais c'est bien de le savoir. Moi, votre livre m'a bouleversé. Pourquoi? Parce que je travaille sur la question de la prostitution, mais la dérive, la prostitution des mineurs. Et c'est quelque chose que je ne fais jamais. J'ai écrit une petite note pour vous dire à quel point votre livre m'a intéressé. Toutes les anecdotes qu'il y a dedans m'ont rappelé ce que je vois au quotidien, sauf que les filles que j'accompagne, elles ont entre 11 et 15 ans. Ah. Votre livre, bien que très direct, c'est pas un récit caricatural ni un livre pornographique gratuit. C'est un récit qui parle des marges de la société et de comment la société abuse des personnes qu'elle abandonne elle-même. Les abandonnés souffrent et sont livrés
à des pouvoirs obscurs, des pouvoirs qui des fois portent l'uniforme de la République, des pouvoirs qui sont en jogging tout simple, ou des pouvoirs qui trônent dans les hauts palais de l'État. Quelles sont les choses que j'ai retenues? Parce que c'est un ouvrage qui est profondément social. Déjà, c'est un récit authentique de quelqu'un qui a vécu les choses de l'intérieur. C'est un récit hautement humain, parce que l'humanité côtoie la cruauté. C'est un récit de survie, comment exister dans un monde inexistant. Et c'est une fresque sociale du Paris nocturne des années 90. Les années 90, c'est les années fric, les années sida, Oui, et ce sont évidemment. les années de tous les excès. Alors, je voudrais vous dire bravo, Merci déjà. beaucoup. Et mes questions très rapidement, comment allez-vous aujourd'hui psychologiquement? Est-ce que vous faites encore des cauchemars malgré l'apparat? On voit que vous êtes une personne très forte, vous êtes une personne très forte. Y a-t-il des traumas quand même que vous Écoutez, gérez? vous savez, dans mon livre, c'est pas pour me plaindre. Hein. C'est pas pour me plaindre parce que c'est vrai que c'était mon choix de le faire. C'est vrai qu'il y a des choses terribles que ça s'est passé là-bas. Il y a des choses vraiment compliquées à vivre et à voir. Mais bon, la plupart du temps, moi, de mon côté, ça allait. Parce que moi, je prenais ça vraiment pour un travail. Donc, j'ai arrivé à 22h. À 2h du matin, je partais. J'ai choisi mes clients. Voilà, moi, j'étais un TDS, un travailleuse de sexe indépendante. J'ai jamais été dans des réseaux. Il n'y a pas eu de macro? Non, jamais. Au contraire, non. De proxénète, non. Non, de proxénète, non. Donc, j'ai jamais de proxénète. J'étais une TDS indépendante. Donc, cette manière de travailler, pour moi, c'est vraiment un travail comme si j'allais dans une autre Et pays. pendant combien de temps vous l'avez fait? J'ai travaillé de 93 jusqu'à 2002-2003. Et pourquoi vous avez arrêté? J'ai arrêté parce que, en fait, ce travail-là, c'était vraiment pas fait pour moi. Voilà, même si je l'ai fait, puis j'ai du plaisir à le faire. Voilà, mais moi, je voulais pas être une de plus. Vous voyez, je voulais pas être une de plus. Je voulais vraiment avancer dans le milieu dans lequel j'ai toujours aimé, que c'est le milieu artistique, dans le cinéma, dans le théâtre et dans le spectacle. Voilà, c'est ça que je voulais. Donc, j'ai utilisé cet outil, j'ai utilisé la prostitution pour me payer des formations, des stages, justement, pour, à la fin, quand j'arrêterai, pouvoir m'insérer dans le milieu du spectacle, dans le théâtre, dans la télévision, dans le cinéma. C'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. Voilà, vous avez commencé à tourner, mais vous avez gagné jusqu'à combien au plus fort de votre carrière, si je puis dire? C'est très difficile. Ou par nuit, vous pouviez gagner combien? Par nuit, je pouvais gagner entre... Enfin, la nuit où j'ai travaillé pas bien, j'ai amené à la maison entre 1500 et 2000 francs. Alors, des soirs ça marchait très, très, très bien. Je pouvais partir avec 6 000 francs, 8 000 francs, voilà. Mais qui profite honnêtement du silence autour de ce monde invisible? Il y a des gens qui profitent quand même. C'est-à-dire? Parce que dans votre livre, vous parlez bien du fait qu'il y a un système, ça j'utilise mes mots, mais qui abuse de la vulnérabilité de ces personnes par la peur, par la pression, par l'aspect financier aussi. Écoutez, à la période, cette période-là, ce qui ne faisait pas, c'était la police. Vous voyez, c'était la police justement parce que... Qui vous interpellait, qui vous arrêtait? Alors, il y avait deux tours de la police. Avant minuit, c'était des policiers qui étaient adorables, très gentils. Ils venaient nous voir. Est-ce que ça va? Est-ce qu'il y a des racailles? Est-ce que vous avez des problèmes? Est-ce que vous avez été agressé, volé, tout ça, machin? Ils nous faisaient un contrôle d'identité et puis un PV pour racolage. OK, ça va, ça passe. Mais après les policiers d'après minuit, c'était autre chose. C'était le jour et la nuit. Eux, ils étaient vraiment très méchants. Il fallait pas courir. Or que moi, quand j'arrivais, je connaissais pas tous les codes, je savais pas du tout comment ça allait se passer. Donc du coup, voilà, on m'a parlé d'un policier qui était vraiment... quand je suis arrivé, il avait déjà ce surnom. Je suis désolé, mais il s'appelait Hitler. Voilà, c'était le surnom qu'ils ont donné. Donc, qui était très, très, très méchant, mais vraiment très méchant. C'est pour ça qu'il avait ce surnom. Bon, voilà. Et puis, une fois, j'ai couru, et puis les policiers m'ont rattrapé, m'ont ramené jusqu'à lui. Et puis voilà, c'était à coup de pied dans le panier à salade, comme on veut dire à l'époque. Voilà. C'était la violence des policiers, mais pourquoi? Pourquoi cette violence dans ces cas-là?
Eh ben, j'ai jamais pu comprendre. Un jour, ils m'ont chopé. Une copine à moi elle m'a dit oui, vous êtes jaloux parce que ce qu'on fait dans une journée, vous faites dans un mois. Et puis là, c'était des agressions, c'était voilà. Donc, je comprends pas. Je comprends pourquoi il y avait tellement de TDS. Il y avait toute cette parce que je suis arrivé dans une période très compliquée, non, Yanis? Oui, parce que Stella est arrivée juste après. Il y a eu une fermeture du bois de Boulogne. Et en fait, avec un gros coup de filet de la police qui avait renvoyé les prostituées les plus importantes du bois de Boulogne. Et Stella arrive à ce moment-là dans un bois qui est en pleine reconstruction, avec plein de nouveaux personnages et la avec carte une est nouvelle en train, répartition des avec territoires. une nouvelle répartition. Voilà. Mais il faut C'est bien ça. comprendre parce que ce que vous dites, ça peut être. Alors, vous avez lu le livre, donc vous avez compris, mais ça peut être mal compris par les auditeurs. C'est-à-dire que le bois de Boulogne, évidemment, n'est pas tenu par une mafia. Les Mais filles il y a qui une sont... tolérance de toutes les filles qui sont là, quoi. Parce que ça fait combien de temps maintenant qu'il y a de la prostitution dans le bois de Boulogne? Le bois de Boulogne, en tout cas, ce qu'on appelait à l'époque les travestis brésiliennes, elles ont entamé la colonisation du bois de Boulogne au début des années 80. Elles sont arrivées d'abord fin des années 70 à Pigalle, ensuite elles ont colonisé le bois de Boulogne, elles ont chassé les femmes biologiques, et c'est devenu un endroit de prostitution travestie et transsexuelle. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Stella, quand elle arrive, elle tombe sur cette femme plus âgée qu'elle, transsexuelle brésilienne qui s'appelle Vera, qui est dans le livre, et Vera est vraiment ce qu'on appelle une professionnelle. C'est-à-dire que Vera, que j'ai pu fréquenter pendant 6 mois, Vera est une femme transgenre qui aime la prostitution et qui encore aujourd'hui, alors qu'elle est à la retraite, elle dit mais moi je vais pas rester à rien faire, moi je fais une passe de temps en temps pour me faire plaisir. Et Isidro aussi qui est dans le livre, et voilà. Il y a une sacrée galerie de portraits dans le livre aussi quand même. On croise des personnages. Ça interpelle aussi sur leur parcours de vie, ce qu'ils font. Bien sûr, c'est une faune de personnages, le bois de Boulogne. Mais ce que je veux dire, pour ceux qui comprennent, ça s'est installé. Maintenant, la prostitution dans le bois de Boulogne. Il y a toujours énormément, et c'est des centaines de filles. Hein. Nous, on y retourne avec Stella. C'est-à-dire, c'est impossible de faire dégager la prostitution pour les gens qui se disent. Elle ira ailleurs. Oui, peut-être. Si tu veux, le bois de Boulogne, au départ, on se dit c'est un lieu de promenade, de jogging. On en voit même dans la journée. Le matin, pour ceux qui vont se promener dans le bois de Boulogne, t'as des Kleenex, t'as des capotes. De temps en temps, tu retrouves une chaussure. Par contre, oui, par contre, je le sais par expérience. Je vais promener mon chien. Des fois, on se dit merde quand même. on s'est croisés, voilà. Voilà, on va dire ça comme ça. Je sais, je vais avoir droit à toutes les vannes, etc. Allez-y, Stella, dites que vous m'avez croisé un jour. Voilà, je plaisante. Non, mais c'est vrai que dans ma période, on avait toutes des petits sachets là où on jetait les préservatifs pour vraiment, dans notre période, c'était vraiment un endroit dans notre coin, parce que le bois, elle est immense. Mais nous, à l'arrêt de la rue Marguerite, on était très... on gueulait justement quand une autre fille allait dans notre doigt où amener les clients, si elle avait laissé des préservatifs ou des papiers, tout ça, machin, on les engueulait, je disais non, il faut jeter tout de la poubelle. Et puis à la fin, on est jeté à la poubelle, voilà. Donc il y avait une certaine propreté. Jean-Loup Bonamy. Non, alors bon, je vais poser une question, mais avant j'ai une remarque quand même, c'est qu'il y a eu un petit malentendu. C'est-à-dire que quand on m'a dit qu'aujourd'hui on recevait une personne qui s'était prostituée pendant des années, j'étais un peu blasé parce que j'ai cru qu'on allait encore recevoir un politique. Mais en fait, je me dis encore un politique, c'est très intéressant, ou un journaliste, parce que voilà. Excusez-moi, mais vous êtes quand même une amatrice en termes de prostitution comparé à certains politiques, par exemple ceux qui en 2016 vomissaient leur diatribe. Tous ceux qui en 2016 vomissaient leur diatribe contre Emmanuel Macron et qui sont allés travailler en 2017 sont devenus sur Stella, et qui en 2017 sont devenus son ministre. Ça, c'est quand même un autre degré de prostitution que ce que vous décrivez là. Mais plus sérieusement, la question que je vais vous poser, justement, la question que je voulais vous poser sur cette situation, c'est... T'as oublié ta question avec ta digression. Avec ma sortie, j'ai oublié ma question. Oui, voilà. Si, pourquoi autant de personnes d'Amérique du Sud? Pourquoi il y a une surreprésentation justement d'origine? Ça semble aussi très lié. Voilà, c'est les deux questions que je vais vous poser. C'est ça semble très lié à l'Amérique du Sud, à l'immigration brésilienne. Alors pourquoi une telle spécialisation, une telle surreprésentation? Et ensuite, apparemment, de ce qu'on lit dans le livre, il y a eu de vraies histoires d'amitié, mais il y a aussi des guerres
entre travailleuses du sexe dans le bois pour des emplacements. C'est pas toujours un monde de solidarité. Oui, bien évidemment. Moi, quand je suis arrivé, je me suis battu avec 5 filles qui sont venues me complètement m'écarteler à droite, à gauche. Donc, et puis justement, ma maman Dubois, Sévéra, elle me dit, parce que pendant 3 jours, quand je suis arrivé, on m'a chassé. Donc, moi, j'étais déjà dans une condition très, très compliquée. Donc, on me chasse pendant 3 jours. Et puis là, ma maman, elle me trappe. Elle me dit, écoute, aujourd'hui, tu vas là-bas, tu vas te battre. Parce que si tu te bats pas, c'est moi qui vais te casser la gueule. Je dis, mais dis donc, mais je suis dans le caca total. Déjà, si je vais là-bas, on va me bagarrer. Et là aussi. Donc, je me suis dit, OK, c'est parti. Donc, je suis allé. Et puis voilà. Donc, c'était une bagarre monstrueuse. J'étais obligé de me foutre à poil. Je me suis foutu à poil. Comme Dieu m'a mis au monde. Voilà. Et puis, j'ai tapé dans les voitures. J'ai catté parce qu'il fallait faire la folle. Voilà, il fallait pas baisser les bras. Il fallait montrer vraiment une certaine personnalité et caractère, parce que sinon elle te monte dessus et puis là t'es foutu. Mais pourquoi autant de prostitution pourquoi c'est pas des Allemands qui viennent d'Amérique du Sud? Oui, de l'Amérique du Sud. Je pense que c'est quand même la pauvreté, l'envie d'une vie meilleure, une vie d'aider sa famille justement, parce que moi j'étais dans une famille très pauvre. Et vous envoyiez de l'argent à l'époque à votre famille au Brésil. Bien évidemment, quand vous êtes dans une famille de 10 enfants et votre père est policier mais il gagne un salaire vraiment minable et votre mère est lavandière et ça vous fait mal au cœur à partir du 15 du mois, il n'a plus rien à manger, vous avez un petit œuf à partager à plusieurs et voilà, donc j'ai voyé beaucoup de souffrance dans ma famille, beaucoup de misère justement. Et puis un jour, j'ai dit à ma mère, mais je ne pensais même pas qu'un jour j'allais venir en France et pour voir ça. Je dis, maman, un jour, je vais avoir tellement d'argent que je vais t'aider, je vais te sortir de ça. Voilà. Et puis la vie a fait que, voilà. Mais sur la question de pourquoi les Brésiliennes, on l'aborde très, très, très légèrement dans le livre, mais il y a une tradition. Oui, il y a une culture de transgenre brésilienne et d'Amérique latine qui viennent en France, parce que en fait ça a commencé dans les années 70 parce que on pourrait penser que pour les trans c'est beaucoup plus simple l'Amérique latine, mais en fait nous en France depuis les années 60 on avait des stars comme Bambi, Coccinelle qui étaient à la télévision, à la radio. Coccinelle avait fait le changement de sexe et avait pu se marier avec un homme, et cette Coccinelle avait fait une tournée au Brésil, et les Brésiliennes avaient vu qu'il y avait une star française qui passait à la télé. Elle a cartonné au Brésil. Ça fait un carton. Les premières Brésiliennes sont arrivées dans les années 70 pour venir dans les cabarets en France. Et quand elles ont vu la prostitution à Pigalle, certaines se sont prostituées, sont rentrées au Brésil avec plein d'argent. Et les autres, comme on appelait ça les travestis, ont vu ça et se sont dit on va venir en France. Et là, dans les années 70, toutes les Brésiliennes trans sont venues en France et la tradition a commencé comme ça. Et ça n'a jamais arrêté. Allée de la Reine Marguerite, souvenir d'une Brésilienne du Bois de Boulogne. C'est Stella Rocha qui est avec nous, avec Yanis Cesiadi. Ces éditions du Cherche Midi. Question des GG dans un instant. Laura Varton-Martinez, on continue cette discussion sur les souvenirs donc de la brésilienne, d'une des brésiliennes du Bois de Boulogne. Invité des GG, Stella Rocha, souvenir d'une brésilienne au Bois de Boulogne. C'est un livre avec Yanis Cesiadi. Ça parle de la prostitution dans le Bois de Boulogne dans les années 90. Vous avez raconté votre parcours du Brésil, comment vous êtes tombé dans la prostitution. Question de Laura Varton-Martinez. Oui, alors moi déjà, votre personnage, je l'ai adoré. Merci. Parce que vous êtes un personnage. Merci vous beaucoup. représentez un personnage, vous êtes quelqu'un. Moi je dis ça des gens. Vous êtes quelqu'un, vous êtes réellement quelqu'un. Vous êtes arrivé candide, vous en êtes ressorti battante. Donc déjà, c'est une preuve de courage. Et je voudrais, du respect que j'ai pour vous à cet instant, vous poser une question très franche. Moi, je lutte contre les violences faites aux femmes et sur les violences sexuelles. Et je me demande si la prostitution, parce que vous êtes une femme maintenant, vous nous représentez d'une certaine manière. Bien sûr. Et est-ce que la prostitution ne continue pas de mettre une pièce dans la machine où on continue encore d'offrir, même si c'est avec de l'argent, mais vous offrez ce qu'on a de plus précieux, vous offrez notre corps. Est-ce que ça ne continue pas d'alimenter ça? Est-ce que pour vous, les maisons closes, bien que ce soit encore de la prostitution, serait quelque chose qui pourrait commencer à réduire ce champ? Moi, je trouve que malheureusement, quand je passe au Bois de Boulogne, parce que j'y passe souvent en voiture, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur pour vous, même si je sais que la plupart le font volontairement et qu'il n'y a pas un proxénète derrière, mais j'ai quand même mal au cœur pour vous. Pour moi, je ne vois que le viol derrière tout ça, même si c'est contre de l'argent. Voilà, mais c'est ma vision à moi et du coup, j'aimerais que vous m'éclaircissiez sur le sujet.
Écoutez, comment je peux vous répondre tout ça? Ben, écoutez, c'est vrai qu'à partir du moment qu'on fait ce boulot-là, on est exposé à plein de choses. Moi, je savais très bien, à partir du moment que j'ai commencé à faire le travail de sexe, je savais que ça allait m'arriver des bricoles. Comme ça m'est arrivé des agressions, vol de sac, même de viol. J'étais violée par 2 policiers. Voilà, j'étais violée par 2 policiers. C'est des choses que je savais vraiment. Ils ont été arrêtés pour ce viol ou pas? Non, Bah, parce évidemment que que non. vous imaginez. Tu n'as pas le droit de c'était- On ne viole pas une prostituée. Donc, C'était pas du tout. Déjà à l'époque, on était obligé d'avoir des visas, donc on était pas dans une situation irrégulière, mais quand même précaire. Voilà, précaire. Donc on n'avait Vous pas avez été du tout. racketté par les policiers? Ça arrivait, Par des policiers ripoux, ça arrivait, pas à moi, mais à des copines à moi, voilà. Mais moi, quand j'ai ce viol-là, c'était très difficile et c'était vraiment quelque chose de terrible parce que pour moi, les policiers, c'est eux qui devaient nous protéger, pas nous agresser et nous violer. Voilà, bon, s'ils m'avaient demandé gentiment, j'aurais fait. Sans passer par toute cette violence, vous savez. Et puis, voilà, je me suis dit, tu veux continuer, s'il te plaît? Non, et les maisons closes, êtes pour ou contre? Les maisons closes, alors moi je Parce sais que ça pas. alimente les réseaux, ça alimente la prostitution, ça alimente quelque chose d'illégal quand même. Les maisons closes, je pense à mon avis, ça va artiguer à d'autres choses aussi. C'est vrai que ça va être plus régulier, ça va être meilleur. Moi, je suis pour l'interdiction pure et dure. Mais beaucoup de filles ne veulent pas de patron. Hein. Oui, mais voilà, c'est ça. Il y aura un autre souci qui va émerger. Donc. Vous avez vu des étudiantes là-bas se prostituer pour gagner leur vie ou pas aussi? Ah non, pas moi. Non. Pas où je travaille. Pas où vous étiez? Non. Et vous n'avez pas l'impression, pardon, mais de continuer d'alimenter justement cette culture de la femme soumises sexuellement à l'homme. Mais il faut les voir, elles sont pas du tout soumises. Non, mais c'est pour ça que moi je l'ai lu. J'ai lu, j'ai vu, mais il y a plein de gens qui vont peut-être mal lire et vous avez un message aussi à faire passer. C'est Stella qui décide les clients qu'elle prend ou qu'elle prend pas, elle les fouette, elles en rient entre elles aussi. Alors il y a des moments que Stella raconte qui sont compliqués, mais vous voyez bien que dans le récit de Stella et des filles qui entourent Stella qui sont dans le livre, c'est des filles qui choisissent de faire ça et qui décident. Vous parlez de vos clients. Et à un moment, vous dites mes adorables soumis. Ah oui. Qui sont les adorables soumis alors? Mes adorables soumis, c'est des messieurs très gentlemen, BCBG, voilà. Plutôt haute société. Adoré, hein? Plutôt haute société. Voilà, c'est ça. Que j'ai adoré les voir parce que voilà, c'est des messieurs très gentils qui, en fait, tout simplement, ont réalisé leurs fantasmes. Et puis voilà, c'est chacun. C'était quoi comme fantasme? Chacun son fantasme. En fait, la plupart du temps, ils venaient habillés en femme et style. Comment dire, tout en vinyle, tout en cuir. Voilà, en fait, c'est, comment je peux vous dire, leur fantasme, c'est de se faire fouetter, marcher dessus. Mais ça se passe en pleine nature? En pleine nature, à l'intérieur du bois. Voilà, donc je les attachais à l'arbre, je les fouettais, et puis c'était bien parce qu'il n'y avait pas de relation sexuelle, c'était un petit jeu entre nous qui était très 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 bien payé. Et puis c'est payé combien? Parce qu'à l'époque, c'était payé 500 € à l'époque. Ah, 500 €. Voilà. Or que 500 € dans une voiture, c'était le prix à l'hôtel. Pendant quoi? Et ça durait combien de temps, 500 €? Après, c'est nous qui décidons. Hein. Au moment qu'on avait marre, on décidait. Puis voilà, c'est fini. De toute façon, c'est soumis, il n'a pas le droit de dire rien. D'accord. parce que en fait, sur votre fiche, il y avait marqué Stella, la plus brésilienne de Paris, active, passive, sans tabou. 21 cm solide et épais. Wow. Bah, ça, c'est ce qui est écrit dans les. Ça, c'est avant l'opération. Alors, ça, c'était mon annonce après, parce qu'en fait, quand j'ai commencé, il y a eu l'ère Internet. Voilà, donc ça c'était mon annonce sur Nia Model, sur un site d'escorte. D'accord. Parce que quand je ne travaillais pas, après quand j'ai arrêté le bois, je faisais l'annonce sur Internet, et puis quand je ne travaillais pas à la maison, j'ai retourné au bois. Voilà. Il y avait plus de clients grâce à Internet ou au bois? Il y avait plus au bois, bien évidemment. Mais après, sur Internet, on était chez nous. Mais attention, même si on était chez nous par Internet, ça n'empêchait pas de se faire agresser à la maison. Ouais. Moi, j'étais cambriolé 4 fois. 4 fois m'a cambriolé à la maison. D'ailleurs, il y a beaucoup de filles avec qui on est toujours en contact, qui travaillent toujours au bois, qui disent qu'elles préfèrent travailler au bois que chez elles, parce que chez elles, un mec rentre, si elles se font agresser, elles se font agresser, tandis qu'au bois, et on le raconte, au bois, les filles ont un cri de... Ah oui, on a notre cri de guerre qui s'appelle Todas. Et à partir du moment où on dit Todas, il faut que tu arrêtes, si tu es avec un client, tu arrêtes de le faire, et tu vas aider la personne qui a demandé de l'aide. Et si tu ne viens pas, après, la personne aura un sale quart d'heure. Mais Ah oui, ben oui,
parce qu'on est solidaires entre nous. Donc si moi j'ai un problème, j'écris todas, ça veut dire toutes. Donc il faut que tout le monde vienne. Et si la fille ne vient pas, après on va les prester. Et vous êtes déjà battu avec des clients ou pas? Oui, je me suis battu. En fait, une fois, il y a quelqu'un qui est sorti dans le bois parce que j'ai pas voulu le prendre, je voulais pas de lui. Il était très en colère et du coup, il m'a sorti un sabre. D'accord. Et ça s'est terminé comment? Ben, ça s'est terminé en fait, nous, de notre côté, à chaque fois, dans notre travail, pour se protéger, autour de nous, on cachait des pierres, on cachait des ça peut être même des armes blanches, des grosses pierres. Donc, quand j'ai vu qu'il a sorti là, le sabre, quand il a traîné par terre comme ça, qu'il y a le feu qui est sorti de son sabre, je me dis, oh my gosh, qu'est-ce que je vais faire? Donc, du coup, je suis allé derrière moi, j'ai pris pas mal de pierres, et puis j'ai commencé à le lancer des pierres. Il ne faut pas montrer la peur. Hein. Si tu montres la peur, c'est pire. Ouais. Donc, j'ai parti sur lui. Mais en criant audace. J'ai une question, puisqu'on en est justement sur la sociologie des clients. Est-ce que c'est vraiment un milieu, la clientèle 100% masculin, sans exception, ou est-ce qu'il y a aussi des clientes? Alors, non, c'est un monde uniquement masculin. C'est uniquement masculin, à 100%, voilà. Mais j'ai eu de clientes femmes aussi, mais qui sont venues avec leur mari, bien évidemment. Et ça se passe comment alors dans ces cas-là? Ben, très bien, très bien. Alors, mais attendez. Ça se passe très bien. Non, mais je veux comprendre. Cliente seule, non. Mais il y a des femmes qui viennent en. Il y a des femmes qui aimeraient avoir une expérience avec leur mari, pas avec une vraie femme biologique, bien évidemment, mais une femme transgenre, voilà. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'ailleurs. Mais dans ces cas-là, quelle est la prestation demandée? Elle regarde, elle participe. Alors, ça m'est arrivé que la femme voulait juste regarder. Voilà, et d'autres fois, elle a participé aussi. C'était délicieux. Bah, est-ce que ça vous dit que Stella reste encore avec nous? Est-ce qu'on a encore des questions à poser? Oui. Il y a la violence, on le dit dans ce livre, il y a aussi la drogue. Vous-même, vous avez été dans la drogue. Oui, moi, alors, pas pendant la période où j'ai travaillé au début du bois. En fait, la drogue m'a tombé dessus vraiment à la fin. C'était vraiment à la fin par rapport à une déception amoureuse. Voilà. C'est le crack? J'ai tombé dans le crack, oui. Pendant 2 ans, c'était la seule façon, c'était la seule manière de ne pas pouvoir penser à cette personne, de un peu libérer. À partir du moment que j'ai pris mon premier, tout de suite, toute la souffrance, tout ce désarroi, toute cette tristesse, cette dépression. Voilà, sont envolés d'un coup. Et du coup, je me suis accroché à ça pendant 2 ans. Et puis, vous parlez des chirurgiens aussi, parce que souvenir d'une Brésilienne au bois de Boulogne, mais maintenant on dit plus transsexuel, on dit transgenre. Transgenre. Et vous passiez le mot entre les filles de quel chirurgien pouvait opérer, quoi. Alors certains n'avaient pas de bonne réputation, il y en a même un qui s'est surnommé le boucher. Tout à fait. Ouais, pour les seins, pour les seins. Alors à ma période, dans les années 90, il y avait 3 médecins qui étaient très connus dans notre milieu. Il y avait le boucher, voilà, c'était le docteur Leroux à l'époque. Sa clinique était complètement sale, les matelas, le matelas il était épais comme ça, donc aucune hygiène, mais il faisait des seins magnifiques. Et puis les coupures, les cicatrices en bas des seins, c'était vraiment très grossier, mais ces seins, c'était le plus beau. Ensuite, après, il y avait le deuxième, c'était le docteur Fabry. Docteur Fabry aussi, il faisait aussi par en dessous de la poitrine, mais c'était des seins très jolis. Donc, le boucher, il coûtait 6 000 francs. Docteur Leroux, Fabry, il coûtait 18 000 francs. Et celui-là, dans lequel je me suis fait opérer, qui s'appelait Docteur Delerme, c'était le plus cher à l'époque. J'ai payé 25 000 francs. C'était le meilleur. Et j'ai fait avec lui parce que la cicatrice, il faisait une demi-lune autour de téton. C'était une demi-lune et là, il introduisait la prothèse. Et à l'époque, c'était interdit le silicone. Donc, j'ai mis des prothèses de sérum physiologique. D'accord. Voilà. Question, Jean-Louis Bonamy. Comment est-ce que vous avez changé de vie? Puisqu'après, on a dit, vous êtes entré dans le milieu du cinéma. Oui. Et comment est-ce que ça s'est fait, à la fois la sortie et en même temps l'entrée dans un nouveau milieu, à savoir le cinéma? De toute façon, depuis le début que je suis rentré dans le travail de sexe, dans la prostitution, j'ai aussi inclus des associations, parce que moi, je suis quand même une personne qui adore fréquenter les associations. J'ai fait un travail culturel dans l'association, voilà. Et puis, à cette période-là, il y avait Josiane Balasco qui a contacté notre association parce qu'elle cherchait une actrice transgenre pour son film.
Donc, du coup, le docteur Camille Cabral a dit Stella, voilà, toi qui as toujours voulu faire du cinéma, voilà une bonne opportunité Et donc, pour toi. casting. Et donc, je suis allée passer le casting et on était plusieurs. Et puis, j'ai été prise pour le casting. Et autre chose aussi que c'était incroyable de la part de Josiane Balasco, qui c'était une personne qui était formidable. Le scénario était d'une prostituée de Bas de Boulogne. Et moi, je suis arrivée, j'ai demandé un rendez-vous avec elle et je lui ai dit, Josiane, est-ce qu'on ne peut pas changer? Pourquoi à chaque fois que les réalisateurs pensent à nous, les femmes étrangères, c'est toujours prostituées, putes, travailleuses de sexe? Pourquoi pas une artiste, une artiste du spectacle, tout ça? Elle m'a dit, Stella, tu sais, tu as raison. Donc, elle a changé le scénario par rapport à Et ma est-ce demande. que votre famille, vos amis au Brésil ont vu les films dans lesquels vous avez joué et savent que vous êtes une actrice en France? Écoutez, j'ai eu la chance que le film que j'ai fait avec Gaspard Noé qui s'appelle Love, dans lequel j'ai été au Festival de Cannes et qui a fait un carton, s'est passé 6 mois au Brésil, dans ma ville. Mais j'ai dit à mes frères et sœurs de ne pas amener ma mère parce que j'ai une scène complètement nulle là-dedans, un sexe à 3. Donc, mais tous mes parents, toute ma famille est partie voir, ils ont adoré. Mais aujourd'hui, votre famille qui est au Brésil, c'est tout de vous aujourd'hui, qui vous êtes devenu. Il n'y a plus de mystère. Voilà. J'ai jamais caché. D'ailleurs, il y a pas mal de ma famille aussi qui sont en France aujourd'hui, voilà. Et j'ai jamais caché parce qu'au départ, j'ai pas dit à mes parents, voilà, j'ai fait la position, je voulais pas les décevoir, voilà, parce que c'était quelque chose qu'ils m'ont dit quand je suis parti de chez moi, voilà, ne tombe pas dans la prostitution, ne te drogue pas, et fais attention avec qui tu traînes. Voilà, c'est 3 choses qu'ils m'ont dit, c'est 3 choses que je l'ai fait, voilà, malheureusement. Et puis. Mais vous en êtes sorti aujourd'hui. La prostitution, c'est complètement fini ou pas? Ah oui, c'est complètement fini. Et comment ils ont réagi justement vos parents? Depuis des années. Depuis des années. Non, mais vous êtes toujours lié à ce milieu. Vous avez des contacts, vous avez des amis. Écoutez, ou la page est définitivement tournée. La page est définitivement tournée, mais j'ai gardé des très bons amis de cette période-là. J'ai encore des clients d'aujourd'hui qui sont des bons amis. Qui me présentent leurs petits-fils, leurs enfants, leurs femmes. Ah oui, tout à fait. Alors là, il faut expliquer comment ça se passe. Ah oui, tout à fait. Mais sans dire qu'ils ont été vos clients. Pardon? Sans dire qu'ils ont été vos clients. Quelques-uns sans dire, oui, tout à fait. Voilà, sans dire. Ouais. Mais d'autres ne se cachent pas du tout, voilà. Et d'ailleurs, leurs femmes, elles sont très heureuses de savoir qu'ils ont passé par nos mains, parce qu'au moins, comme ça, elles savent déjà tout. Ils ne sont pas parce qu'en même temps, il y a un côté professeur. C'est ça, vous avez appris. Dans la prostitution, nous ne sommes pas que des travailleurs de sexe. On est psychologue, on est psychiatre. C'est vrai? Il y en a qui viennent pleurer chez vous? Il y en a pas mal qui nous payent juste pour une oreille attentive, pour leur donner des conseils de leur couple. Ah oui, il y a de tout. Mais par rapport au milieu politico-économico-médiatique, qui était très friande dans les années 90, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ils consomment toujours autant? Est-ce qu'il y a encore des personnalités clients ou pas? Bien évidemment, mais aujourd'hui, c'est sur Internet. Maintenant, ils ne vont plus au bois, je pense. Enfin, je ne sais pas. Depuis l'apparition des téléphones, il n'y a plus les personnalités politiques ou médiatiques vont plus au bois de Boulogne. Mais non seulement il n'y a plus les personnalités politiques et médiatiques, mais il n'y a plus... Parce que le bois que Stella raconte dans le livre, c'est le bois donc des années 90 où Stella a la chance de bénéficier de ce qu'elle appelle les bons clients, des gens bien éduqués, avec de l'argent qui payent bien. Aujourd'hui, ces bons clients ne sont plus tellement au bois de Boulogne. Qui va au bois de Boulogne alors? C'est beaucoup de jeunes. C'est la majorité des gens que vous voyez, c'est entre 18 et 30 ans. Ouais. Et c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers. Donc les filles gagnent moins qu'elles gagnaient avant. Ça à cause de quoi? C'est depuis notamment la pénalisation des clients et les maris n'ont pas envie d'avoir. Qu'est-ce que ça a provoqué la pénalisation des clients alors? Pour le bois de Boulogne, les filles disent que les bons clients sont partis. Puisque y a plus de bons clients, puisqu'ils ont peur de recevoir l'amende à la maison et que leur femme découvre. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'il n'y a plus que des jeunes. Il y a aussi beaucoup de racailles quand même qui viennent foutre le bordel et qui raquettent les derniers bons clients qui viennent. Alors justement, qu'est-ce que c'est? Qui sont ces jeunes qui viennent foutre le bordel, raqueter? Alors vous savez, la racaille, il y a de tout. Hein. On ne peut pas dire, voilà, la racaille, c'est qui cela? Non, il y a de tout. Il y a de blanc, de jaune, de vert, il y a de tout. Il y a de tout. Et en ce moment, depuis qu'on a retourné au bois, justement, pour que mes souvenirs reviennent, voilà. Donc, j'ai discuté beaucoup avec des filles. Alors aujourd'hui, c'est complètement différent de mon époque. Hein. À mon
époque, il fallait se cacher, il fallait être discrète, il fallait vraiment... Là, c'est aux yeux. Voilà, aux Là, yeux, c'est- hein. ouais. Voilà. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Alors, Des feux de camp, des feux de camp, des guirlandes Oui. dans Ouais, tous ouais, les si, arbres si. Ouais, ouais. presque pour indiquer la musique à fond, tout le monde qui danse. pour indiquer qu'elles sont là. Et puis ça classique, voilà. accroché à la Et branche. surtout, ce qui se passe en ce moment, c'est des agressions très, très, très violentes aux clients. Voilà, des jeunes racailles, des jeunes qui viennent de banlieue, ils cassent les voitures des clients, ils volent les clients, ils raquettent les filles. Voilà, ça c'est quelque chose qui ça se passe en ce moment. Et qui toutes les Donc, les associations- filles sont plus en danger qu'à votre époque? Ou pas? Je sais pas vous dire parce que je sais pas vous dire. Je sais que le danger, elle est toujours là. Le danger, il est toujours là. Les agressions sont toujours là. Les meurtres sont toujours là parce que voilà. Vous avez commencé, il y avait le tueur du bois de Boulogne Oui, quand vous tout à avez fait, commencé. Tout à fait. C'était la panique dans tout le bois de Boulogne. Il y a des filles qui venaient plus travailler. Il y a d'autres qui achetaient des armes pour se défendre. Il y a eu plusieurs assassinats en Ouais. série. Voilà. Et vous voilà. vous êtes battu plusieurs fois, vous, ou pas? Moi, je me suis battu plusieurs fois. Avec des trans, avec des hommes, avec de la racaille. Et une fois, je suis arrivé du travail parce que notre dilemme, c'est on laisse jamais une amie en galère. Donc, une fois, je suis arrivé du travail à 22h, comme d'habitude. Et moi, j'arrivais toujours par le côté Roland-Garros, par derrière le bois. Parce que comme ça, je regardais tout ce qui s'est passé. Voilà, et puis comme ça, je pourrais aller tranquille travailler. Et ce jour-là, j'arrive. Ils étaient une quinzaine de racailles sur une copine à moi, sur une antillaise. Je me suis dit, oh my gosh, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je me suis préparé psychologiquement et corporellement. Voilà, donc j'ai gardé mon sac, j'ai enlevé mes talons et j'ai rentré la bagarre. Sauf que quand je suis rentré à la bagarre, ils sont tous venus sur moi et ma copine est partie au courant. Elle m'a laissé au sol. Et vous avez survécu quand même, quoi. Eh ben, j'ai survécu, bien évidemment. J'ai chopé un avec moi et celui-là, il n'est pas parti. Et oui. avez-vous des regrets par rapport à cette période? Est-ce que s'il fallait recommencer, vous recommenceriez? Écoutez, Parce qu'on ne tombe pas dedans, c'est pas un rêve d'une vie, c'est toujours une succession d'accidents qui fait que malheureusement, on se retrouve dedans. Parce que vous parlez justement de cette survie, survivre dans un monde inexistant. c'est ça. Moi, je pense que ça pourrait le faire, je le ferai à nouveau. La même chose, c'est ça qui m'a fait forger mon caractère et ma personnalité. Par contre, si j'ai des regrets, oui, j'ai des regrets. Quoi, par exemple? Quand j'ai fait mon corps au silicone, voilà, que j'ai tombé dans un guet-apens. Voilà, j'ai tombé sur une personne qui se disait vraiment médecin et qui m'a détruit le corps. Voilà, j'avais un très très beau corps. Très bien. Hein. Voilà, et puis quand j'ai fait la féminisation du corps, parce que Vous êtes complètement femme, là, aujourd'hui. Oui. si tu ne faisais pas la féminisation du corps, si tu mettais pas le silicone dans ton corps, ça voulait dire que tu n'étais pas une femme pour notre communauté transgenre. Donc, j'étais toujours traité t'es toujours un mec avec des seins, ton corps de mec, musclé, Rambo, machin. Donc, j'ai subi cette opération qui s'était faite dans une chambre d'hôtel. Voilà, dans des conditions vraiment déplorables. Voilà, et puis la personne qui m'a mis le produit m'a assuré que c'était un produit médicinal, même si c'est pas bon. Mais en réalité, elle m'a mis de l'huile de moteur d'avion dans le corps. Parce que c'était de l'injection de silicone à même les cuisses. C'était pas des prothèses, c'était vraiment l'injection. Et je vous raconte pas comme c'était Mais douloureux. aujourd'hui, vous êtes heureuse, vous avez trouvé l'amour, vous êtes en couple. Je suis célibataire. J'étais marié. Bon, comme ça dit dans le livre, mon premier amour, 10 ans. Ensuite, je me suis mariée avec quelqu'un, ça a duré 8 ans. Et depuis, je suis célibataire. Ah, bah c'est une annonce Voilà. en même temps. Voilà. Dernier mot, Yannick. Olivier Truchon regarde l'émission. Je voulais juste te dire aussi que grâce au témoignage et au récit de Stella, en dehors du côté romanesque et fascinant évidemment de ce monde bizarre, ça raconte vraiment 15 ans du bois de Boulogne Oui. dans les coulisses, dans les secrets, et c'est vraiment quand même le plus grand bordel de France, et c'est un ciel témoignage ouvert. très important, Exactement. historiquement à mon avis, dans l'histoire de la prostitution. Là, Mais on- attention, on- je voulais juste dire que la prostitution, c'est pas un monde beau et merveilleux. Ah non. C'est quelque Beaucoup chose de de vraiment de cruauté. terrible que je ne souhaite à personne. Voilà. C'est dangereux. C'est vrai qu'on gagne de l'argent, mais c'est dangereux. Je ne conseille personne à le faire. Voilà. Mais dans tous les cas, lisez ce
ce livre. Merci Ah du oui, témoignage de Stella Rocha avec Yannis Iziadi. Et vous ferez connaissance avec Suzy. Suzy qui était radiée de l'armée de terre chinoise, qui s'est retrouvée dans le bois de Boulogne. C'était un militaire de l'armée chinoise. Ça, je vous laisse découvrir dans le livre. Demain, un autre invité dans les GG, dans les grandes gueules, c'est quelqu'un qui s'est fait remarquer sur les réseaux sociaux. Vous savez comment ? En allant filmer les pickpockets dans les transports publics. C'est un TikToker, il s'appelle Christian. Dès qu'il voit des pickpockets dans le micro, il les filme. Je l'adore. Et il les bombe, non Et il les bombe. Et il les bombe aussi avec du liquide malodorant. Et alors, ça lui vaut parfois des ennuis, mais il dit c'est risqué, la police n'apprécie pas toujours, mais il dit mais je rends service à tous ceux qui sont dans le métro. Et il viendra témoigner demain, Christian, le TikToker justicier.